Le plaisir est toujours renouvelé, mesdames et messieurs, de vous retrouver chaque dimanche pour cette rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un homme qui vit entre deux avions, mais aujourd'hui, il a le temps quand même d'atterrir un peu et d'être avec nous pour analyser avec lui l'actualité ou les temps forts de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président de l'Action républicaine pour le progrès, l'ARP en cycle. Bonjour ou bonsoir, c'est selon Emmanuel Elonga. Bonsoir, madame. Très heureuse d'être avec nous. L'ARP fait partie des 400 partis. 477. 77 partis qui font partie du microscope politique congolais. Mais quelle est la particularité de votre parti aussi, je vous disais carrément, le projet social de votre parti? Où est-ce que vous vous situez? Opposition, majorité? Et quel est votre projet de société pour la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Je remercie de cette occasion que vous m'offrez pour pouvoir m'adresser à mes compatriotes et édifier ceux qui se posent des questions. Je remercie également le bon Dieu qui nous rassemble tous parce que je suis croyant et chrétien. Alors, en ce qui concerne notre mouvement politique, nous sommes un parti humaniste. Nous plaçons l'homme au centre de toutes nos préoccupations parce que nous considérons que l'homme doit être une valeur ajoutée. Si l'homme est transformé, si l'homme est éduqué, il transformera la société dans laquelle il vit. Et donc, nous sommes un parti, une autre voie, une troisième voie qui parle différemment et qui veut montrer à la face du monde qu'on peut faire la politique autrement, sans mépriser son peuple, sans piller les richesses du pays, sans faire du mal à l'avenir de la nation. Et je pense que nous avons les qualités morales, intellectuelles, spirituelles et matérielles pour le faire. Vous faites partie des stocks des compétences, en fait. Mais... On y reviendra. Donc, l'ARP met l'homme au centre de ses préoccupations. Donc, tout doit tourner autour de l'homme, en fait. Exactement. Exactement. Parce que lorsqu'on place le capital devant l'homme, on a des situations comme celles que nous voyons avec la Grèce, où c'est le marché qui conduit la politique du pays. Nous, c'est l'homme d'abord, et le reste après. Parce que une société sans être humain, c'est une société qui n'a pas de conscience. Or, la différence entre un homme et un animal, et tous les êtres qui vivants, c'est que l'homme a une qualité divine qui est la conscience. Et cette conscience, il faut qu'elle grandisse, qu'elle s'épanouisse dans l'homme pour qu'elle fabrique une société nouvelle, une bonne société. L'homme est la plus grande richesse qui puisse exister. Contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, c'est que nous voyons que l'être humain, il est relégué au second plan. Il y a des petites manœuvres politiciennes qui se font dans l'obscurité, et tout ça au détriment justement de ceux pour lesquels on est devant. Quand on est devant, on conduit des âmes, on les conduit vers la lumière. Et quand on arrive à un point où on sent qu'on a des limites, je pense qu'on doit faire le relais. Ça se voit même dans la course, partout. C'est une loi cosmique qui est universelle, la loi du relais. On naît, on grandit, on vieillit et on meurt. Voilà, nous entrons maintenant de plein pied dans la rétrospective de la semaine, mesdames et messieurs. Nous l'ouvrons par l'adoption de la loi portant répartition des sièges à la Chambre haute du Parlement. Et en moins d'une demi-journée, mesdames et messieurs, la loi a été adoptée article par article. Et nous vous proposons la réaction des sénateurs par rapport à cela. C'est ce qu'on appelle session expéditive, aussitôt ouverte, aussitôt clôturée. Mais bien avant, les sénateurs, rappelés pour la seconde fois en session extraordinaire en l'espace de quelques jours, ont d'abord voté le projet de loi portant répartition des sièges relatifs aux élections provinciales et locales. Pour ce second vote concernant le même projet de loi, l'unanimité était au rendez-vous, loin de l'insuffisance de quorum constatée au premier vote. Et à ce sujet, le président du Sénat s'explique. Contrairement à certains commentaires, ce projet de loi n'a pas été rejeté par le Sénat. Il a été voté par le plus grand nombre de sénateurs présents le jour du vote. Malheureusement, conformément à l'article 79,
dernier alinéa du règlement intérieur du Sénat. Ces votes n'étaient pas suffisants pour permettre à la loi de franchir les portes du Sénat. Sur 77 sénateurs présents, 77 ont donc voté oui, le reflet de la prise en compte des observations des uns et des autres, estime Léon Kingo Adondo. J'ai voulu ainsi donner le cadre juridique à la majorité politique qui se trouve derrière cette loi, afin qu'elle puisse s'exprimer sans ambiguïté et sans remettre en cause la validité du vote du 31 juillet. En même temps, la minorité réticente trouvera son compte à travers les améliorations que la CENI a accepté d'apporter à l'annexe accompagnant ce projet de loi. Le président de la Chambre haute du Parlement a aussi coupé court à la polémique relative à la constitutionnalité ou pas de cette seconde session extraordinaire au Sénat. Ici, de relever que la convocation de cette session extraordinaire est conforme aux dispositions de l'article 116 de la Constitution et de l'article 115 de notre règlement intérieur. La loi portant répartition des sièges ainsi votée reste plus que sa promulgation par le chef de l'État, mais aussi la prise en compte par le gouvernement et la CENI des observations formulées. Nous sommes revenus sur ce réexamen pour affirmer ce qui était la volonté de la majorité des sénateurs exprimée le 31 juillet dernier. Aujourd'hui, nous sommes heureux, à la demande de 2 tiers des sénateurs et à celle du bureau du Sénat, d'avoir organisé cette session nouvelle au cours de laquelle nous venons de régler à la fois ce problème juridique du quorum, ce problème politique, parce qu'il fallait absolument donner à la République cet instrument légal pour permettre à la CENI d'exécuter correctement son calendrier électoral qu'il a rendu public et de régler en même temps ce problème technique qui voudrait que nous soyons en phase à la fois avec la Constitution et à la fois avec notre règlement intérieur du Sénat. On a pris la bonne décision pour le bon fonctionnement de la République. Vous avez entendu le mot introductif du président en ce qui concerne la suite du processus électoral, la suite du processus démocratique dans ce pays. Nous, les sénateurs, nous ne pouvons pas être contre l'enracinement de la démocratie. La CENI peut toujours revenir à la suite puisqu'il s'agit en fait de la répartition des sièges avec une annexe corrigeant s'il y a lieu de corriger. Mais nous, on ne peut pas bloquer une machine qui doit amener la paix et la stabilité dans le pays. Avant même cette session, le bureau du Sénat a reçu le gouvernement et le bureau de la CENI. Et nous avons pu traduire toutes nos observations, toutes nos inquiétudes, et ça a été pris en considération. Donc la CENI est en train de travailler pour incorporer les observations que nous avons prises. Donc, fort de cette assurance, nous partons de l'idée qu'on peut raisonnablement être satisfait du résultat qui a été obtenu. Par conséquent, il fallait maintenant réexaminer notre décision. Emmanuel Lunga, le président du Sénat, a été clair, hein, tout a été dit, la loi n'a pas du tout été rejetée par le Sénat, donc ils ne sont pas là pour bloquer la machine, voilà, la loi portant répartition des sièges a été adoptée. Alors, quelle est votre lecture par rapport à cette loi? Ça permettra aujourd'hui de décompter la situation et ça permettra à la CENI d'évoluer. Effectivement, les sénateurs, si vous voulez, ils ont voté une loi qui est décriée par tout le monde. Je pense qu'ils sont suffisamment responsables des conséquences que ça peut générer. Et dans les propos de Léon Kingo Adondo, je sous-entends une amertume. Une de l'inconscient. D'ailleurs, il a dit, le Sénat, pour qu'on ne dise pas que c'est à cause du Sénat que la machine est bloquée. Dans cette loi, il y a eu un problème d'équilibre. D'équilibre qui est très important. Parce que pour les mêmes nombres, je prends un exemple tout bête. Pour le même nombre d'électeurs, admettons, à Mbandaka, vous pourrez avoir 2 sénateurs. Et pour le même nombre d'électeurs, admettons au Katanga, vous aurez 5, 6, 7 sénateurs. Il y a un déséquilibre, selon vous. Il y a un déséquilibre total. Donc, à partir de ce moment, les Sénats qui viendra demain, ça ne sera pas un Sénat représentatif de l'ensemble
de nos compatriotes. Les gens ne se reconnaîtront pas. Parce que vous trouverez dans une région donnée, il y a 40 sénateurs, dans une autre, il n'y a que 2, et ainsi de suite. C'est un déséquilibre total. Donc, c'est que les propositions ont été faites, c'est de corriger justement des erreurs afin de faire passer une loi qui cimente notre démocratie, parce que ça participe justement à l'édifice global. Mais malheureusement, pourquoi ça a été rejeté en première lecture? Pourquoi ça a été rejeté Il a dit que ça n'a pas été rejeté. Hein. Léon Kyongwaneda a été clair, il a dit que ça n'a pas été rejeté. Là, pour la première fois, pourquoi? Alors pourquoi ça a été bloqué, c'est pas passé? Si ça n'a pas été rejeté, pourquoi c'est pas passé? Ça devrait passer normalement. Le quorum n'a pas été atteint. Ben voilà, donc oui, en fait, il y a des sénateurs qui sont courageux, qui ont la qualité d'audace de dire je n'aime pas ça, je vote non. Mais il y en a qui n'ont pas ce courage, ils préfèrent s'abstenir. Donc c'est le cas qu'on a connu. Mais ceci dit, cette loi, elle renforce un déséquilibre. De toutes les façons, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, elle sera corrigée. Mais la CENI va quand même tenir compte, on l'espère, de quelques amendements proposés par la Chambre haute. Mais certainement, mais la CENI elle-même, depuis les débuts de l'année 2015 jusqu'à ces jours, sur son budget global, elle n'a eu que 8% du budget. Comment voulez-vous que la CENI fonctionne? Elle n'a eu que 8%. Sur 100%, nous sommes à mi-chemin de l'année, elle n'a que, même pas, parce que nous sommes au mois d'août, presque septembre. Elle n'a eu que 8%, c'est-à-dire 8 dollars sur 100 dollars que la CENI devrait avoir. Il reste 92 dollars. Est-ce que le 92 dollars, la CENI ne pourra pas organiser les choses correctement à l'État, ça, sans moyen. Donc c'est un désordre qui s'annonce, croyez-moi, retenez la date d'aujourd'hui, je ne vois pas comment, par quelle magie, sauf si les moyens sont débloqués. Sinon, je ne vois pas comment ça va se faire. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, les dialogues tant attendus ont semble aussi acheminer. Suivant donc dans ce condensé la réaction de l'UDPS par rapport au pré-dialogue en Italie et la déclaration de la société civile sur le dialogue. L'UDPS et la majorité présidentielle en pré-dialogue en Italie. Franck Diongo dénonce une rencontre secrète aux allures de trahison. Je confirme donc, d'ailleurs la dernière délégation est partie hier en Italie. Ils vont tenir ce pré-dialogue en Italie. Je le confirme, le pré-dialogue a toujours été officiel dans un processus de dialogue en RDC. Et pourquoi ce pré-dialogue est encatiminé et d'une manière secrète? Réunion dont l'UDPS ignore l'existence. Pour son secrétaire général Bruno Mavungu, il s'agit d'une intoxication. Des contacts ont eu lieu entre les camps de M. Kabila et nous. Et je crois que personne n'a caché ces contacts. Il s'agit de M. Kalev. Alors, ceux qui parlent de pré-dialogue, quelqu'un va lancer comme ça qu'il y a un pré-dialogue. Un pré-dialogue suppose qu'il y a déjà un médiateur, un facilitateur. Je crois que la personne dont vous parlez ici, c'est une personne qui est contre le dialogue. Donc, on comprend facilement ce qu'il peut jeter comme ça dans la rue, mais c'est pas honnête. Autre chose, c'est les Congolais de la diaspora, précisément de Belgique. Ces derniers auraient désavoué Étienne Tshisekedi lors d'une marche organisée le samedi. Le grand péché commis par Tshisekedi, c'est d'accepter le dialogue. Ici, Bruno Mavungu crie à la manipulation. C'est quand M. Kabila a signé l'accord cadre d'Addis Abeba qui devrait se rebeller. Donc vous êtes incompris aujourd'hui? Non, nous ne sommes pas incompris. Non, nous ne sommes pas incompris. Je veux seulement vous dire qu'on manipule une certaine classe politique ici et certainement certains compatriotes, simplement. Étienne Tshisekedi comme Joseph Kabila sont engagés dans la logique du dialogue, un engagement qui impose une sensibilisation sans quoi la base de l'UDPS demeure dans le doute. Après avoir consulté différentes tendances politiques, après avoir été aussi à leur tour consultés par le chef de l'État,
Les organisations de la société civile du Congo ont levé une série d'options. L'objectif ici est le consensus autour du processus électoral et la garantie de la paix au pays. Les organisations de la société civile souscrivent à cette initiative de la tenue de ce dialogue et s'engagent fermement à y prendre part active pour faire entendre les aspirations de la population congolaise. Les organisations de la société civile proposent d'organiser en priorité les élections provinciales, sénatoriales, de gouverneurs et vice-gouverneurs en 2015, de reporter les élections urbaines, municipales, locales après 2016. Les organisations de la société civile proposent une répartition équitable de participants au dialogue duré 15 jours, lié République démocratique du Congo. Des propositions concrètes mais qui n'excluent pas des mises en garde, voire des interpellations à l'endroit de la classe politique que de la population. Mettons en garde tous les acteurs politiques, majorité opposition, contre toutes les théories qui risqueraient de plonger encore le pays dans le gouffre. Demandons à la population congolaise d'être vigilante, à ne pas céder aux manipulations politiciennes de tout bord et à barrer la route pour le pays de la paix. Nous saisissons cette occasion pour lancer le forum de la société civile pour le dialogue permanent afin de consolider la démocratie dans notre pays. S'agissant de l'épineuse question du délai constitutionnel, ces organisations de la société civile estiment qu'il doit faire l'objet d'un sérieux débat en prenant en compte notamment les contraintes et autres pesanteurs du moment. Emmanuel Elunga, on ne tourne pas autour du pot. Question directe, pour ou contre le dialogue? A priori, je vous dirais, je suis pour le dialogue. Vous avez suivi la société civile, leur position, la position de l'UDPS. En fait, dans la réalité, comme je l'ai dit tout le temps, c'est que le problème du dialogue date de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ce n'est pas aujourd'hui. Ben, il n'y a pas eu la mise en œuvre de ces accords. Si aujourd'hui, le principe du dialogue est acquis par tout le monde, je pense que c'est une bonne chose pour notre pays. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que aucun pays au monde ne peut fonctionner, ne peut vivre librement sans dialoguer entre ses enfants. Mais il y a des institutions, excusez-moi, bien établies pour dialoguer. Il y a par exemple la Chambre basse, il y a le Sénat, il y a des institutions Très bien. Pour dialoguer. Oui, mais parce que ces institutions, effectivement, c'est les élus. Doit-on créer un cadre spécial pour le dialogue à chaque fois? On peut le faire. Okay. Nous avons cette liberté et cette ouverture de le faire. Pourquoi? Parce que dans les institutions, ce ne sont que des élus qui peuvent discuter de telles dispositions. Mais dans les cadres du dialogue, c'est dans le pouvoir même discrétionnaire du chef de l'État, il peut le faire. Ça n'a rien à voir avec une prise à partie quelconque. Moi, je parle de faits techniques. Vous avez vu en Afrique du Sud, il y a eu un dialogue entre le bourreau et les victimes. Ils se sont parlé des choses intéressantes et moins intéressantes. Ils se sont pardonnés et les pays avancent. Mais il y avait la chambre haute et la chambre basse. Ils auraient dû dire, voilà, nous allons discuter à la chambre haute et à la chambre... Non, ils ont plutôt associé l'ensemble pour recueillir la majorité populaire. Cet assentiment populaire est très important. Pourquoi? Parce que un tel dialogue est un moment solennel pour la nation. C'est un moment solennel parce qu'il permet justement à tout un chacun de s'exprimer et tout le monde peut aller dans le même sens. Emmanuel, vous comprenez quand même les appréhensions de certains qui pensent que ce dialogue n'est qu'un énième subvertige pour glisser, au fait, permettez l'expression, pour repousser les élections, pour tout le temps. On a déjà les élections, le cadre est déjà bien précis, on respecte simplement la Constitution et on avance. Vous comprenez les craintes de certains. Je suis un homme politique. Moi, je dois être pragmatique, je dois faire des efforts. Tout ce que je dois dire, ça ne doit pas forcément plaire. Mais pour l'intérêt de la nation, je dois pointer du doigt ce qui va et ce qui ne va pas, pour que mon peuple comprenne très bien qu'il y a des choses, même si officiellement on pense différemment, alors là, ça ne va pas. Au jour d'aujourd'hui, la CENI n'a pas les moyens d'organiser en l'état les élections.
Mais qui ne veut pas donner à la CENI ses Le moyens? gouvernement n'a pas débloqué. On doit dialoguer pour que le gouvernement débloque et permette à la CENI de travailler. Ce sont des questions qui doivent être évoquées. Parce que le gouvernement a montré ses limites. Le gouvernement a montré ses limites. Et pourtant, le budget des Matata, il est dépassé de presque plus de 100%, son budget personnel. Mais il n'a pas pensé du tout à la CENI, qui est l'organe justement qui organise la paix sociale. Parce que les élections régentent tout, la paix sociale et tout ce qui s'ensuit. Il n'a pas pensé à ça. Ils ont été tous des égoïstes en construisant des bâtiments d'ici de là et des constructions personnelles, ce qu'on appelle en français les enrichissements personnels. Mais bon, ça, c'est pas mon domaine, mais un jour, la nation cherchera à savoir, à comprendre qui s'est enrichi et qui ne s'est pas enrichi au détriment de la population. Au détriment de... S'enrichir, c'est bien, mais pas au détriment de la population. Okay. Ça, c'est pas bon. Et donc, le dialogue est nécessaire. Mais c'est les calendriers du dialogue qu'il faut communiquer à la nation. Parce que les dialogues... Et le contenu du dialogue. Exactement. Les dialogues concernent l'avenir de la nation, des Congolais. Ça concerne l'avenir, mon avenir, votre avenir, le mien, de mes enfants et arrière-petits-enfants. Donc, nous avons impérativement besoin d'avoir un chronogramme. Qu'on nous dise, tel point sera traité, tel point sera traité, tel autre sera traité. À ce moment-là, il y aura lieu de discuter, de parler, et les Congolais peuvent s'exprimer. En ce qui concerne les glissements dont vous parlez, vous étiez direct, je ne crois pas que ce soit un problème ultime pour la nation congolaise. Le Congo est éternel. Ce qui est important pour la nation, c'est la paix sociale et qu'on jette les bases d'une véritable démocratie qui va permettre à notre pays de se stabiliser. Cette base est déjà là, Emmanuel Lunga. Vous n'avez pas l'impression qu'on recule aussi? Parce qu'on a eu les élections déjà 2 fois, les élections démocratiques et transparentes, en 2006, en 2011 et maintenant en 2016. Les bases sont déjà jetées presque. Nous allons revenir en arrière à chaque fois. Non, je ne vous contredirai pas là-dessus. Pourquoi ne nous préparons-nous pas pour faire des élections calmes depuis 2011? On savait déjà qu'on aura des élections en 2016. Pourquoi ne pas le préparer calmement pour faire des élections en 2016? Moi, je suis mal placé pour défendre le gouvernement. Moi, je suis de l'opposition. Ils n'ont pas fait, ils ont manqué, et pour des raisons d'incompétence ou pour des raisons de mauvaise foi. Moi, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement. Moi, je suis dans l'opposition. Je me pose les mêmes questions comme vous. Mais ce que moi, je relève, ce sont les faits. Au-delà de l'incompétence ou de la mauvaise foi du gouvernement. Mais moi, ce sont les faits que je relève qui vont permettre à ce que nos compatriotes comprennent bien le mécanisme et ce qui se passe aujourd'hui et comment nous allons structurer notre pensée pour aller vers des élections libres et transparentes. Vous avez suivi quand même les Congolais de la diaspora, vous qui sillonnez le monde, sont un peu contre Tshisekedi. Et pourtant, Tshisekedi, c'est quelqu'un, on le connaît bien depuis des lustres, il est constant dans ses positions. Est-ce qu'on avait l'impression qu'il a tourné Kazakh? On ne comprend plus très bien quelle est la position officielle de Tshisekedi et de l'UNICEF par rapport à... Donc il y a manipulation. Il y a eu une manipulation. Moi, je tire l'attention. Parce que depuis toujours, Ngwanda, notamment en diaspora, moi je suis de la diaspora. Ça fait presque une trentaine d'années que je vis là-bas. Ngwanda, dans son discours, c'est un discours de haine. Je l'ai dénoncé à plusieurs reprises, toujours contre un homme, Joseph Kabila. Kabila Kanambe, Kabila étranger, Kabila ceci, Kabila c'est... Ça dit l'ensemble des problèmes des Congolais pour Ngwanda, c'est Joseph Kabila. Donc, tous ceux qui se positionnent contre Joseph Kabila, Ngwanda les soutient. Maintenant, comme Joseph Kabila a signé l'accord cadre à Addis Abeba, et tout le monde était d'accord. C'est à ce moment-là que Ngwanda devait dénoncer cet accord cadre. Il ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, l'UDPS ne fait que, je dirais même, je vais plus loin, ne fait qu'entériner ce qui a été déjà dit. Ce n'est pas nouveau. L'UDPS n'a pas changé de position, c'est la même position. Parce qu'au moment des concertations, vous vous souviendrez, regardez dans les journaux, l'UDPS avait dit, nous voulons les dialogues sous la forme de l'accord cadre d'Addis Abeba. Même si vous donnez les non-concertations, nous irons. Mais que ça prenne la forme de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est ce qui est en train de s'organiser pour se faire. Aujourd'hui. Voilà. Donc je n'y vois pas d'inconvénient. Est-ce que ça va nous couper un bras de parler? Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes que des Congolais, des adversaires politiques, chacun avec sa façon de concevoir l'avenir de la nation. Comme nous sommes que des adversaires politiques, nous pouvons parler, discuter pour l'avenir de notre pays. Donc je crois, je terminerai par là, excusez-moi. Moi je pense que Etienne Tshisekedi est constant, il n'a pas changé.
il est le même, une bête politique, il s'est toujours battu pour le bien de ces pays. Si c'était quelqu'un qui n'aimait pas ce pays, je ne crois pas un seul instant qu'il allait, il allait plutôt aller à la mangeoire tranquillement, comme tout le monde, depuis des lustres. Ok. Notre rédaction a réfléchi à haute voix sur la probabilité d'un report des élections et plus de sensibilisation par rapport à ce processus électoral suivant. Il s'agissait au départ d'une séance citoyenne pour sensibiliser la population de Ngaliema, précisément du quartier dit présidentiel, sur le processus électoral et les combats menés par l'UFC. Les idées de Papa Kengo, Michel Bongongo et Petit doivent être vulgarisées à la base. Et c'est le défi qu'attend relever ces nouveaux concepts, l'Isolo est à partie. Du coup, la réunion va basculer en une ronde du quartier, ce à la volonté de la population qui s'est dit abandonnée à son triste sort. 3 problèmes rendent invivable ce coin de Kinshasa, du reste coupé d'eau et d'électricité, sans oublier les difficultés liées à l'accessibilité des routes. Nous souffrons beaucoup pour l'eau. Pendant 3, 4, 5 jours, on vit sans être approvisionné. On se considère comme des oubliés de la République. Mais cette présence de la délégation de l'UFC nous réconforte. On n'a pas de route. Et les premières victimes sont les élèves, les vieux et surtout le malade. La délégation de l'Union des forces du changement conduite par David Kembeleke a bien palpé du doigt cette réalité, ce avant de l'inscrire sur la liste de défis à relever par le parti. Permanent avec le membre du parti, avec la base, et ces membres ont posé un certain nombre de problèmes liés à l'électricité, liés à la régie des eaux, qui ne donnent pas la satisfaction à la population, notamment à la population de Ngaliema. Nous sommes venus juste pour essayer de prendre les images et poser les problèmes à l'autorité compétente. Et nous attendons la suite. Et nous allons à tout moment réclamer cela. Si ailleurs la vie est en mieux, ici en Ngaliema ce n'est pas le cas. La population de ce coin compte sur la bonne foi des autorités. Élections urbaines, municipales et locales, la CENI semble avoir perdu la boussole quant à la tenue de ces scrutins fixés au 25 octobre prochain dans son calendrier global. De toutes les tâches prévues avant ce scrutin, aucune n'a été exécutée par la centrale électorale. De l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures prévues du 26 mai au 15 juin 2015 à la publication des listes définitives des candidats pour ce scrutin fixé au 28 juillet dernier. En tout cas, rien n'a été respecté. Plus grave, la publication des listes définitives des électeurs par circonscription, centre et bureau des votes prévu le 25 août prochain va certainement subir le même sort vu que depuis 2011, la CENI n'a plus procédé à l'enrôlement de nouveaux électeurs et actualisé son fichier électoral. Le jour s'égrène un à un avec un calendrier qui accuse 2 mois de retard, lequel rend hypothétique, voire incertaine, les élections urbaines, municipales et locales. D'ailleurs, pour certains, même les provinciales sont tout aussi hypothétiques à la date indiquée. Est-ce une incompétence ou mauvaise foi pour la CENI qui, du reste, fait face à plusieurs contraintes? La question reste pendante. Merci à toi, John Lungila, pour ces reportages. Le mot qui revient ces derniers temps, c'est l'incompétence. Est-ce que vous avez suivi notre rédaction qui a réfléchi à haute voix? Est-ce l'incompétence de la CENI ou simplement la mauvaise volonté politique pour permettre à ce que ce calendrier soit respecté? Puisque, comme l'a si bien dit John Lungila, aucune date n'a été respectée depuis le début de ce processus. La CENI, en fait, c'est un organe technique, n'est-ce pas, qui ne fait qu'exécuter un certain nombre de calendriers, un chronogramme qu'on lui communique.
Mais pour exécuter ces chronogrammes, il lui faut les moyens. Si nous accablons la CENI